Bonjour Mahfoud Omar. Bonjour. Mahfoud Omar, vous êtes maire de Val-Réveillon. Vous êtes président de la commune, président des communes de l'Ayantais. C'est ça. Vous êtes président de l'association des maires de France 89, donc de Lyon. C'est ça. Et vous êtes conseiller départemental. C'est ça. Nous nous adressons à vous parce que vous avez une position en forme d'observatoire sur le département de Lyon, sur l'ensemble du territoire, qui vous permet de porter des regards divers et de faire des liens entre les choses. Alors la première question est celle-ci, en lien avec la dernière réunion de l'Assemblée départementale vendredi, à la Pyramide. Est-ce que vous comprenez quelque chose au redéploiement et au déploiement des réseaux montée en débit, haut débit et fibre dans le département? Et si oui, dans l'affirmative, est-ce que vous pouvez nous tracer une petite carte avec la montée en puissance, si j'ose dire, encore qu'il n'y a pas vraiment de montée en puissance, alors qu'on en parle depuis 2012 en gros? Alors, dans le principe, c'est assez simple. Dans le principe. C'est-à-dire qu'il y a eu, dans un premier temps, 4500 prises de montée en débit dans Lyon. Qu'est-ce qu'une prise? Alors, une prise, c'est l'élément qui permet à quelqu'un d'avoir la montée en débit ou le haut débit. C'est-à-dire que ça devient individuel. Ça devient individuel. La prise est individuelle. C'est un chantier qui a duré quelques années avec beaucoup de retard, qui marche quelquefois, qui marche un peu moins bien. Et alors, on va dire que ça, c'était l'étape 0. Ensuite, il y a eu une étape 1 où il y a eu là du haut débit, le FTTH. Là, c'était 57 000 prises. 57 000 prises. Et puis, l'étape 3, c'est le haut débit pour toute Lyon. Et là, c'est 115 000 prises. Et c'est cette étape-là qui a fait... c'est pour cette étape-là qu'on a fait, qu'il y a eu une DSP. Une délégation de service public. Une délégation de service public. C'est-à-dire que la collectivité locale, territoriale plus exactement, le conseil départemental, confie à un opérateur le soin de réaliser les opérations. C'est ça, c'est exactement ça. Donc dans l'étape 1, qui était aussi... Et elle concernait toute Lyon, l'étape 1? Non, elle ne concernait pas toute Lyon. Mais à Migène, par exemple, récemment, on a inauguré, là, il y a très peu de temps, ça ne concernait que certaines collectivités. Oui, c'était Sens, en gros, Sens, le centre Lyon et Auxerre. Alors, il y a quelque chose d'un petit peu spécifique, c'est qu'en réalité, il n'y a pas les agglomérations avec le département, puisque les agglomérations, Sens et Auxerre, se sont débrouillées toutes seules. Elles sont en zone AMI, elles ont négocié avec des fournisseurs, et là, dans le plan dont je vous parle là, il n'y a pas ni l'agglomération de Sens, ni l'agglomération d'Auxerre. Alors ce qui est très important, parce qu'en fin de compte, on parle réellement de ruralité, même si j'ai toujours dit, et je le pense, que Auxerre, c'est aussi de la ruralité. Mais là, on est vraiment dans les petites communes, dans le plan qu'il y a du département. Et donc, on a le conseil départemental a contracté avec les communautés de communes, parce que c'est le conseil départemental qui a voulu que ce soit les communautés de communes qui contractent. Et donc là, par exemple, dans l'étape, la première étape, 0, on va dire, et l'étape 1, les comités de communes avaient un financement avec le conseil départemental qui était de l'ordre de 100 € la prise. Et puis là, sur la DSP, donc il y a eu des offres, et il y a eu une offre qui a été faite par l'entreprise Altitude. Et là, l'entreprise Altitude dit, moi, je vous installe ces 115 000 prises avec 0 € d'argent public. Par contre, c'est moi qui aura les recettes, et je récupérerai également les recettes de la première phase, qui actuellement était faite avec Orange. D'accord. La question que je voulais vous poser, c'est la première phase. Qui était l'opérateur? Orange. Et qui a fait l'objet d'un appel d'offres marché public également. C'est ça. C'est ça.
Et donc là, c'est Orange enfin c'est pas Orange, c'est la SPCL. Il y a une SPCL, une société qui a été créée pour ça, sur toute la Bourgogne. Par Orange. Non, par Orange, mais aussi par les collectivités, et qui récupèrent l'argent. Et ils ont payé les travaux avec l'aide de l'État. C'est là où il y a eu de l'argent qui a été débloqué par l'État. C'est là où il y a eu de l'argent qui a été débloqué par la région. Et c'est là qu'il y a eu de l'État, de l'argent. 140 millions, je crois, l'État. Au niveau... Donc 14 millions pour Lyon. Voilà, c'est ça. Oui. C'est ça. D'accord. C'est ça. Donc voilà un petit peu le principe. Donc aujourd'hui, on était dans le cadre de la DSP. Et c'est ce que l'on a vu vendredi. Il fallait voter. Est-ce qu'on était pour que ça soit cette société-là, oui ou non? Voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. Mais vous dites que cette DSP, dans le cadre de cette DSP, il n'y aura pas d'argent public. Or, on demande aux intercos une participation moindre que pour la première tranche, mais une participation à hauteur de 100 ou 50 euros. On ne comprend pas bien, parce que selon les versions du projet de délibération, les chiffres changent. Alors là, c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué, en fait. C'est que, comme la phase 1 était payante, et que les comités de communes ont payé, la phase 2, la DSP, c'est entre guillemets pas d'argent public. Le conseil départemental dit, ben non, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on prenne ces deux phases et qu'on les mélange. Et comme ça, on va faire de la solidarité entre les collectivités, entre les comités de communes. Je voudrais quand même préciser que là, c'est le département qui décide de faire de la solidarité, solidarité avec laquelle je suis d'accord, mais qui décide de faire de la solidarité avec l'argent des comités de communes. C'est un petit point de détail, mais c'est quand même un point important. Et donc, si vous voulez, comme ça coûtait 100 euros au départ, et que ça coûtait 0 pour la deuxième phase, en fin de compte, 57 000 prises à 100 euros, ça fait 5,7 millions de participation des comités de communes, 115 000 à 0, donc ça fait 57 000 prises plus 115 000 de mémoire, ça doit faire 172 000 prises. 172 000 prises, si on prend les 5,7 millions divisé par les 172 000 prises, logiquement ça devrait faire 33,14 euros. Et on nous dit, ça va vous coûter, dans un premier temps on nous a dit ça va vous coûter 50 euros par prise, et dans un deuxième temps, donc entre 50 euros et 33 euros, il y a une différence, il y a un delta de 13 euros et quelques, près de 14 euros, et on nous dit, ben non, on va vous demander 50 euros. Et après, dans la délibération, je vois qu'on va nous demander 50 euros dans un premier temps, aux collectivités. Quand on parle des collectivités, on parle des gens. C'est les mêmes qui vivent sur le territoire. On parle de l'impôt également. C'est que l'impôt soit départemental ou que l'impôt soit dans une communauté de communes, c'est de l'argent des gens. C'est la poche des contribuables, des citoyens. Des citoyens. Et donc, on nous dit, ben, ça sera 50, mais ça pourra aller jusqu'à 100. Mais il y aura une clause de revoyure. C'est une des questions que j'ai pu poser, la seule question en réalité que j'ai pu poser lors du conseil du 13 décembre. Et c'est une question auquel je n'ai pas eu de réponse, puisque ma question était, mais où va la différence d'argent? Et la seule réponse que j'ai eue, c'est, si ça nous coûte plus cher, ça servira à ça. Je suis désolé, une DSP, dans la mesure où c'est nous qui la faisons, la DSP, eh ben, si on prend les choses correctement, eh ben, on fait une DSP pour faire en sorte qu'on verrouille les choses. Ça veut dire que les choses ne sont pas verrouillées, c'est la question que j'ai posée. On m'a dit non, qu'il fallait être optimiste. Je suis un optimiste, convaincu, mais j'ai aussi une partie de lucidité qui me fait dire que je ne comprends pas pourquoi on ne répond pas à mes questions. Mais si on est optimiste, pourquoi faut-il provisionner en quelque sorte et demander aux intercos finalement de jouer les banquiers? Ça revient un peu à ça. C'est ce que je n'ai pas compris. Je vais vous donner un exemple. Pour l'intercommunalité que je préside, je vais faire un prêt. Donc en fin de compte, on me demande de faire un prêt. Enfin voilà, je vais endetter ma communauté de communes pour une bonne chose, parce que je suis pour qu'on ait la fibre dans la communauté de communes, et je vais me bagarrer pour qu'il y ait la fibre dans ma communauté de communes. Mais si vous voulez, je vais faire un prêt, et je ne sais pas à quoi va servir cet argent. Je vais vous donner un autre exemple. Je ne sais pas, dans la solidarité, puisque la deuxième phase est complètement gratuite, entre guillemets, pour les collectivités, je ne sais pas quelle est la part du département. Et toutes ces questions-là, je n'ai pas pu avoir de réponse. Vous savez, si dans ma communauté de communes, je faisais des conseils communautaires, ou dans ma commune,
je faisais des conseils municipaux où je ne donne pas de réponse, où je dis simplement aux conseillers municipaux ou aux conseillers communautaires, écoutez, il faut que vous me fassiez confiance et soyez optimistes, je peux vous assurer qu'on me jetterait des pierres la plupart du temps. Alors, il y a une chose qu'on ne comprend pas bien. Vous posez une interrogation sur la part du département qui est inconnue, mais en même temps, vous dites que c'est une opération qui ne coûte rien aux collectivités, en principe. Et cette société donc, qui a remporté l'appel d'offres, la société Altitude, C'est ça. elle, comment va-t-elle réaliser l'ensemble des réseaux jusqu'à la porte des domiciles? Avec quel argent? Qui sont les financeurs? Vous devez le savoir si la délibération a été adoptée, puisqu'il a été adopté, semble-t-il. Alors, la délibération est adoptée. D'abord, quand je dis que ça va coûter de l'argent, je parle de la phase 1, puisque vous vous rappelez, je vous disais qu'on va mélanger les deux phases. La phase qui est payante et la phase qui n'est pas payante. Donc voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point, on ne sait pas ça va être financé certainement avec des prêts et avec une association, avec d'autres entreprises, mais certainement avec des prêts qui seront remboursés ensuite par les abonnements qui seront vendus à Orange, à SFR, etc. Moi j'ai posé la question, il est prévu, il y a ce qu'on appelle des annexes. On nous a donné 200 pages, 211 pages, que j'ai lues attentivement, que j'ai travaillé, et à chaque fois on faisait référence à des annexes. Et on me disait que les annexes, on ne pouvait pas les avoir, on ne les avait pas, mais qu'il fallait aller les voir au conseil départemental. Vous voulez dire qu'en séance plénière, vous aviez le document sans les annexes? On n'avait pas les annexes. Je vais vous dire, je trouve ça complètement scandaleux d'ailleurs, de ne pas avoir les annexes. J'ai un collègue, Nicolas Sauret, qui a demandé à avoir les annexes. On lui a dit qu'il pouvait venir les consulter, mais qu'il ne pouvait pas les avoir. Je ne vois pas ce qu'il y a de secret dans les annexes. Mais elles étaient trop volumineuses peut-être. Qu'est-ce qui justifie le fait? Qu'est-ce qu'on vous a répondu? Vous savez, il y a quand même des endroits où on a du haut débit dans Lyon aujourd'hui, où on peut recevoir les annexes. Si je n'avais pas pu les recevoir dans ma commune, et dans ma commune, j'aurais pu les recevoir sans aucun problème, et je les aurais regardés, je les aurais lus. Il y a 34 ou 35 annexes, je ne sais pas combien il y a de pages dans chaque annexe, mais à chaque fois, il y a des articles de ce que l'on a voté qui se réfèrent aux annexes. Et entre autres, on nous parle des sociétés. Et on nous dit que les sociétés vont être créées ensuite, parce qu'il y aura une société adéquate qui va être créée ensuite. On nous dit que... Alors on sait qu'il y aura la caisse des dépôts qui sera à l'intérieur. On nous dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, parce que s'il y a quelqu'un qui veut postuler pour être dans la société en tant qu'actionnaire, il faudra que ce soit le conseil départemental qui décide, qui l'agrée, entre guillemets, est-ce qu'il est d'accord, est-ce qu'il n'est pas d'accord. Mais si vous voulez, toutes ces annexes, j'en ai pas eu, je les ai pas vues. On était plusieurs à les demander, on nous a dit qu'on n'avait pas à nous les donner, on nous a dit que c'était la loi. Moi, je vais vous dire... Comment est-ce que vous pouvez décider, délibérer sérieusement, rationnellement, en l'absence d'une partie des documents? C'est une des raisons pour laquelle je me suis abstenu, parce que si vous voulez, le haut débit dans Lyon, il le faut, j'en ai conscience, et donc je ne voulais pas dire que je suis contre, parce que ça aurait pu être mal compris, mais par contre je me suis abstenu pour ces raisons-là. Je me suis abstenu pourquoi? Parce que je n'avais pas tous les éléments qui me permettaient de décider. Vous savez, quand on fait un conseil municipal, un conseil communautaire ou une assemblée au conseil départemental, on doit pouvoir être en mesure de décider avec les éléments qu'on nous fournit. Moi j'ai estimé que je ne pouvais pas décider avec les éléments qu'on nous avait fournis. D'ailleurs, je suis dans un groupe où on est 3 pour le moment, qui s'appelle les Indépendants, et on avait fait un courrier au président pour lui demander de repousser cette décision-là, parce qu'on trouvait que c'était rapide. Repousser la délibération, le projet de délibération. Le projet de délibération, parce qu'on voulait avoir beaucoup plus d'éléments, et on voulait travailler le dossier encore plus, en essayant de passer du temps pour voir ces annexes. Mais vous comprenez bien qu'on ne nous a pas facilité la tâche, parce que quand vous vous déplacez dans un endroit pour lire des annexes, moi lire mes 200 pages, s'il avait fallu que je les lise ailleurs qu'à mon domicile devant mon ordinateur, j'aurais pas eu le même travail. Donc je trouve que c'est un petit peu compliqué. Non seulement c'est compliqué, je trouve même que je me pose la question si c'est pas illégal même. Mais certains ont fait valoir le fait qu'il fallait que ce soit signé avant la mi-janvier, je crois, 2020. C'est ça, il faut que ça soit signé avant le 10 janvier. Ça, c'était écrit dans la Convention.
Ça, c'est une autre question que je me suis posée. Je me suis dit, pourquoi on nous met ça juste avant les fêtes, sur un dossier aussi important? Parce que j'imagine évidemment... Un enjeu majeur pour Lyon. C'est certainement l'enjeu le plus important dans les années à venir pour Lyon. Vraiment. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait vraiment qu'on ait tous les éléments. Et je crois, mon intime conviction, c'est qu'on a pris une décision sans avoir tous les éléments. Vous savez, on nous dit, on démarre le conseil départemental en nous disant, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Je répondrai à toutes les questions que vous souhaitez. Tous les services sont là pour répondre à toutes les questions que vous souhaitez. La vice-présidente au numérique est là pour répondre à toutes les questions que vous souhaitez. Donc si vous voulez, les 3 premières minutes, j'ai été assez rassuré. Je me suis dit, je vais pouvoir poser mes questions. J'ai posé une question, j'ai pas eu la réponse, et derrière, je n'ai pas pu poser toutes les autres questions. Puisqu'on avait le sentiment qu'à chaque fois qu'on posait une question, on embêtait. À chaque fois qu'on posait une question, ça veut dire qu'on n'avait pas le doigt sur la couture et que c'était pas normal. Et on part, en fait, on vous explique, qu'est-ce qu'on vous dit dans une assemblée? On vous dit, écoutez, il faut avoir l'état d'esprit de conseil départemental. Écoutez, moi je suis un être humain, l'état d'esprit de conseil départemental, je suis élu, et mon état d'esprit, il est évidemment département. Mais il n'y a pas un esprit conseil départemental. Il y a un dossier, on doit le regarder avec objectivité, on doit réfléchir, on doit se dire là ça va pas, là ça va pas, mais on ne doit pas se dire, oh ben, dans la mesure où on me donne un dossier, il est bon et il n'y a pas de souci. Si avoir l'esprit départemental, c'est ne pas poser de questions, effectivement, je n'ai pas l'esprit départemental. Mais on nous reproche souvent ça au département. Il faut avoir l'état d'esprit départemental. Imaginez-vous, Pierre-Jules, qu'un représentant de la France siège à l'Europe et que les gens entendent dire, écoutez, il ne faut pas que vous parliez de votre pays, nous ici, vous devez avoir l'esprit européen, Europe. Donc votre pays, vous laissez tomber et vous êtes ici que pour l'Europe. Ben, la France, ça fait partie de l'Europe. Et les territoires font partie du département. Et si vous voulez, je n'arrive pas à comprendre, effectivement j'ai plusieurs casquettes, mais quand je parle au conseil départemental, je parle en tant qu'homme, je ne parle pas avec une casquette de maire, avec une casquette de président du conseil départemental, je parle pour le bien du département. J'ai été élu pour poser des questions et pour être libre. Voilà. Comment est-ce que vous expliquez finalement, à vous entendre, tous ces manques et voire même ces irrégularités? Comment expliquez-vous ça au sein d'une assemblée responsable, avec des femmes et des hommes sympathiques, même si vous n'êtes pas toujours d'accord avec eux? Comment est-ce que vous expliquez, puis une administration quand même qui fait le job dans Lyon, dans l'ombre, il y a même des très bons, et comment une direction générale peut mettre sur la table une délibération, un projet de délibération qui paraît quand même boiteux, insuffisant et je ne vais pas dire non annexé, mais sans annexe. Alors je vais vous dire, j'ai essayé de penser à ça, j'ai essayé de réfléchir à ça. La seule explication que je donne en fin de compte, et c'est la seule qui me paraît valable, parce que toutes les autres vraiment seraient incroyables. La seule qui me paraît valable, c'est qu'en fin de compte, dans un département, souvent, ou dans une commune, grande commune, etc., il y a une majorité, et vous avez 400 personnes qui décident et qui suivent la majorité. Je vais vous donner un exemple. J'entends souvent au conseil départemental des personnes se plaindre des anciens conseillers départementaux et des décisions qui ont été prises il y a 15 ans. Et on remet souvent en cause les anciens en disant qu'ils ont pris les mauvaises décisions. Et moi je leur dis, mais attends, explique-moi, parce que tu étais là et tu as voté pour. Donc si tu étais là et que tu as voté pour, pourquoi tu dis ça aujourd'hui? Et on me dit, mais oui, mais j'étais dans la majorité, j'étais obligé de voter pour. Ben écoutez, voilà, moi je ne suis pas dans la majorité et je ne suis pas obligé de voter pour, je suis libre. Oui, mais une majorité, on peut comprendre, on peut concevoir, et c'est même nécessaire, sans doute, une discipline de groupe, une loyauté,
par rapport à un programme, par rapport à des objectifs et par rapport à un homme qu'on a élu, un président. Ouais. Bon, même si on n'est pas d'accord, au moment du vote, comme le budget par exemple, on vote, même si on n'est pas complètement d'accord. Mais, avant ces votes, avant ces assemblées plénières, il y a un travail en commission, Je suis le d'accord. débroussaillage, où là les choses peuvent être discutées, amendées. Je suis d'accord. Alors, je voudrais d'abord faire une petite parenthèse. Il m'est arrivé dans ma commune ou dans ma communauté de communes que des très proches ne votent pas de la même façon que moi. Je ne l'ai jamais pris mal. On avait discuté, on avait argumenté, ils avaient argumenté, et puis les personnes sont restées sur leur position. Et je ne l'ai jamais pris mal. Parce que si vous voulez, je trouve que c'est la démocratie. Il n'y a rien de personnel dans ça. Sur certains dossiers, on peut ne pas être d'accord, et sur d'autres, on va être d'accord. Justement, c'est ce qui fait l'intelligence complète. Après, il doit y avoir un vrai travail, c'est vrai. Je vais vous dire, on est dans un dossier très technique, là, vraiment très technique. Technique au niveau de la technicité même de la fibre, ça c'est le premier point. Et puis technique au niveau financier. Il faut connaître l'entreprise. Il faut savoir comment sont les rouages de l'entreprise. En tout cas, ce que je peux vous dire... L'ingénierie administrative et financière. On est d'accord. Et moi, je peux vous dire qu'en tant que chef d'entreprise, il y a des jamais je n'aurais signé sans avoir tous les éléments que j'estime ne pas avoir aujourd'hui. Après, chacun voit sa vie, fait les choses comme il le souhaite ou fait les choses comme il le peut. Je peux vous assurer que ce qui s'est passé là, dans une entreprise déjà d'un bon gabarit, ça ne se passe pas. Ça n'existe pas. Parce que, si vous voulez, je vous rappelle qu'on travaille sur de l'avenir et il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Je vais vous dire, on nous dit qu'en 2023, il y aura la fibre et que toute Lyon sera fibrée. Ben moi, je peux vous dire, je vous l'affirme, qu'en 2023, Lyon ne sera pas complètement fibré. C'est impossible. Et j'en prends le pari. C'est ce qu'on appelle... Mais ils disent qu'ils vont réclamer des indemnités de retard. Oui. Ben alors, si vous réclamez des indemnités de retard, d'abord, ça veut dire qu'il y a des retards. Et deuxièmement... Ben, l'entreprise est caractérisée en France par des retards considérables aux 4 coins de l'Hexagone, aux 6 coins de l'Hexagone, de plus d'1 million, 1,5 million de prises en retard. Alors justement, j'allais vous le dire, moi j'ai un rapport de l'ARCEP avec moi, que j'avais avec moi, et je voulais poser la question. L'ARCEP, c'est l'autorité de régulation de tout ce qui est audiovisuel et communication. Et j'ai un rapport de l'ARCEP avec moi, où je me suis rendu compte que cette société, et je ne dis pas que je dis rien d'autre que ça, elle a 1,5 million de prises à faire, et on vient d'en rajouter 100 et quelques mille, avec les problèmes de technicité de personnes, avec les problèmes de fibres. Vous savez qu'on a eu du retard. Quand il y a eu du retard sur le premier dossier, fibre, on nous disait on n'y peut rien, il n'y a pas de fibre. Oui, on est en rupture d'approvisionnement. Rupture d'approvisionnement. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous allez dire à une entreprise qui vous dira on est en rupture d'approvisionnement? Est-ce qu'on lui dira on va vous faire payer des intérêts de retard? Est-ce que le contrat le permet? Est-ce que les annexes que j'ai vues dans les annexes, que j'ai pas vues dans les annexes d'ailleurs, est-ce que les annexes le prévoient ou le prévoient pas? Voilà le style de question que j'aurais voulu poser au conseil départemental le 13. On m'en a pas laissé la possibilité. Écoutez, après tout, les gens ils jugeront. Moi, je peux vous dire que c'est un effet d'annonce et que c'est un effet électoral. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas le seul à le penser. Même des gens qui ont voté pour le pensent. Même des gens imminents le pensent. Je peux vous assurer que c'est simplement de l'électoralisme. On dit voilà, en 2023, il y aura la fibre. Les élections se passent... Et en 2021, il y a les élections cantonales. Il y a les élections cantonales en 2021. En 2021, personne ne pourra savoir où on en est. Personne. Personne. Et de toute façon, on sera, quoi qu'il arrive en 2021, on sera au moins à 2 ans et demi ou 3 ans de l'échéance. Et puis après, on va avoir le reste, comme ça se passe d'habitude. Et c'est ce que je trouve dommageable. Et d'ailleurs malsain, parce que c'est beaucoup plus simple de dire, on est sur un dossier, ça va avancer, et puis la fibre, elle sera complète dans Lyon en 2025 ou en 2026. Il est où le problème? Dire la vérité aux gens, il est où le problème? D'ailleurs, il y a des personnes qui l'ont relevé. Et ça va être noté dans le compte-rendu. Mais vous savez, c'est qu'un compte-rendu. Alors, les intercommunalités de Lyon ont également relevé des éléments de ce dossier, à défaut d'avoir les annexes.
est-ce qu'elles vont réagir? Quelle va être leur position? Y aura-t-il une position commune? Ou chaque intercommunalité va-t-elle se débrouiller, va être confrontée au cofinancement, ou à la participation du moins, dans le cadre de cette opération? Alors, d'abord, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas communiqué avec les collectivités, avec les comités de communes. Je comprends qu'on veuille communiquer d'abord avec le conseil départemental avant de communiquer avec les comités de communes, mais je pense qu'un rendez-vous aurait pu être prévu l'après-midi, le vendredi après-midi, avec les comités de communes pour leur expliquer. Ceci étant, moi j'étais à une réunion 15 jours avant, en tant que conseiller départemental, et on nous annonçait que c'était 50 € de participation. Et aujourd'hui, dans la délibération, on nous dit que ça peut aller jusqu'à 100 €. Donc vous voyez, même quand il y a des réunions, moi je réunirai en tant que président des maires de Lyon et des comités de communes, je réunirai les comités de communes mi-janvier, on aura à discuter de ce dossier. Il y en a certainement, j'en ai déjà, qui m'ont dit qu'elles n'étaient pas d'accord, et qu'elles ne comprenaient pas, et qu'elles voulaient comprendre. Qu'elles n'étaient pas d'accord sur ce principe-là, sur cette délibération-là. Le fait de participer. Quoi. Voilà, oui. De cette façon-là. Il y en a d'autres qui, par intérêt politique, d'ailleurs, je vais vous dire, je crois même qu'il y en avait qui n'avaient pas délibéré, et qui ont délibéré, suite à la réunion qu'on avait eue il y a 15 jours ou 3 semaines, qui ont délibéré pour 50 €. Donc il faudra qu'elles refassent leur délibération, et puis qu'elles expliquent à leurs délégués communautaires qu'il faudra certainement peut-être aller jusqu'à 100 €. Moi, je ne dis pas que le problème, c'est de payer 50 € ou de payer 100 €. Je dis que le problème, c'est que c'est une DSP auquel on ne nous a pas associés et que normalement, on doit avoir bardé ce dossier. Donc, si les élus ont fait leur travail de contrôle et de vérification, on ne devrait pas avoir de différence de tarifs. On va voir ce qu'ils vont nous dire et on va voir ce que va nous dire le président du conseil départemental quand on lui demandera audience sur ce sujet-là. Alors, Mahfouda Omar, que répondez-vous à celles et ceux qui murmurent ou disent en coulisses ou laissent entendre que Mahfouda Omar se pose en chevalier blanc dans le département? C'est vrai que vous avez un historique assez impressionnant. Lorsque vous avez pris la présidence, enfin lorsque vous avez été élu à la présidence de l'association des maires de Lyon, il y avait peut-être 40 membres ou 30 membres, c'était la déshérence pour des raisons X, et qu'aujourd'hui cette association, elle est forte, fédérale, fédérative, et compte plus de 400... 370 sur 423. 370 sur 423, ce qui est quand même... Ce qui est bien. Ce qui est bien. En tant que président d'une interco, avec les autres présidents, les autres intercos, vous avez joué un rôle majeur dans le dossier conflictuel de la cession des actions du conseil départemental dans Lyon Équipement, je crois. C'est ça. La SEM, C'est ça. la Société d'économie mixte. Conséquence de la loi NOTRe, la compétence économique ne relève plus des départements, mais relève des intercos. Bon. Voilà, vous avez joué un rôle très important. On ne connaît pas le bilan, on ne sait pas si les intercos ont joué un rôle très important dans le domaine économique, ce sera un autre sujet. Mais que répondez-vous à cela, sachant qu'aujourd'hui, vous avez pris la succession de William Lemaire, à Riant-sur-Tolon, qui était conseiller départemental, où vous siégez un peu en route, il n'y a pas tellement longtemps. Donc vous découvrez également, et vous arrivez sans étiquette, que vous assumez depuis le début, et qui vous a d'ailleurs fait défaut, si j'ose dire, lors du deuxième tour des élections sénatoriales, où arrivé en tête, vous vous êtes retrouvé en deuxième position suite à un coup de Trafalgar politique, mais assez classique, dans ces milieux des grands électeurs. Et aujourd'hui, vous faites partie d'un groupe de 3, dit des indépendants, si je ne m'abuse, au conseil départemental, avec Delphine Grémy et Xavier Courtois. C'est ça. Et là, dans ce dossier, vous êtes, je crois, le seul, avec Valérie Leger, mais dans un autre contexte, celui de sa démission, et d'une trajectoire plus personnelle, à avoir posé des questions et à essayer de mettre du lien entre les intercos
les maires, vous êtes président de l'AMF 89, et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui laissent entendre que le Chevalier Blanc, il prépare peut-être les législatives ou les sénatoriales, ou qui veut être président à la place du président, alors qu'on entend qu'il y a d'autres candidats en piste pour succéder à... Déjà, il y en a pas mal, hein, déjà des candidats. Oui, Patrick Gendreau, en 21, qui se voit lui-même président, il l'a annoncé il y a près d'un an, après 2021, donc après les élections, qui prend date en quelque sorte, alors que le mandat n'est pas terminé. Mais on parle d'un Jérusalem qui serait pressenti pour lui succéder. Alors que répondez-vous si vous avez envie de répondre? Oui, ça ne pose pas de souci de répondre. Je vais même vous dire une chose. Qu'on m'érige en chevalier blanc, en fait, c'est une forme d'attaque. Vous savez, c'est grosso modo, pourquoi tu veux laver plus blanc que blanc? Je ne veux pas laver plus blanc que blanc. Je suis ni un chevalier blanc, ni un chevalier noir. Je suis un homme, mais surtout, je suis un élu. Et en fait, ce que l'on attend de moi, ce que l'on a attendu de moi dans ma commune, je crois que j'ai fait le job. Ce qu'on a attendu de moi dans ma communauté de communes, je crois que j'ai fait le job, c'est dire les choses, faire les choses, et surtout, ne pas mentir aux gens. Et au département, j'ai eu, c'était William Lemaire qui est décédé et qui a fait que je me retrouve au département. On avait souvent la discussion avec lui. Il me disait souvent, Mafoud, heureusement que c'est moi qui suis au département, heureusement que c'est pas toi qui es au département, parce que vraiment, tu supporterais pas. Et il a raison. Il a raison. Je lui dis où il est, William, tu avais raison. J'ai du mal à supporter, simplement, je souhaite des choses simples, claires, qu'on donne les informations, qu'on donne les éléments qui puissent faire prendre une décision aux élus d'une façon objective. En fait, vous savez, quand on a une vie publique, on a deux solutions. Soit on est entre soi, entre élus, et on réfléchit simplement entre élus, soit on discute aussi avec les gens. J'ai fait, Pierre-Jules, plus de 10 débats. Vous savez, il y a un an. J'ai fait plus de 10 débats. J'ai entendu les gens. Dans le cadre du grand débat national. Dans le cadre du grand débat national. En tant que président de l'AMF. En tant que président de l'AMF. J'ai entendu les gens. J'ai écouté les gens. Je les ai écoutés, vraiment. J'ai discuté avec eux. Et je peux vous assurer que être élu il y a 20 ans, c'est pas être élu aujourd'hui. Celui qui ne s'en rend pas compte, celui qui pense qu'il suffit de couper des rubans et d'être sur les photos dans le journal pour être élu, il se trompe. Les gens ne sont pas dupes, les gens ne sont pas fous, les gens se réveillent et certains autres se réveillent. Mais là, je vous parle à tous les niveaux. Aujourd'hui, quand on parle de politique aux gens, on vous parle de quoi? Dès que vous dites que vous faites, entre guillemets, de la politique, on vous dit c'est un monde pourri. C'est un monde où il n'y a ni foi ni loi, etc. Mais écoutez, vous voulez que je vous dise... Et celui des petits arrangements entre amis. C'est ça. Eh bien, moi, ce que je voudrais changer, c'est ça. Je sais que c'est peut-être pas possible. Je sais que c'est peut-être un objectif pas possible. Mais je crois qu'en parlant sincèrement, vraiment, on peut changer les choses. Et puis, autre chose, et c'est la dernière, pour répondre à votre question, je l'ai déjà dit 10 fois, on ne peut pas faire de politique sans avoir du cœur. Pas un semblant de cœur. Pas la main sur le cœur en disant « je suis un type sensible, je suis un type... » Non. Avoir du cœur, c'est penser aux gens et se dire « est-ce que ça va aller? Est-ce que c'est une décision qui convient aux gens, qui va apporter quelque chose aux gens ?» Et voilà. Et puis il faut avoir un ego qui n'est pas surdimensionné, en tout cas pas plus que son intelligence. Parce que si on a un ego qui est plus fort que son intelligence, là je peux vous dire, Pierre-Jules, que ça claque la plupart du temps.